Les commandos sont des unités spécialisées, particulièrement bien entraînées, qui ont comme spécificité d'être de petits groupes très mobiles, très adaptés aux infiltrations et dont les missions prioritaires sont des missions de coup de main. C'est-à-dire des missions de harcèlement, des attaques éclairs sur des zones très peu défendues, de la capture de prisonniers, de la petite destruction, de l'appui ou couverture, voire de l'observation et du renseignement. Bref, un groupe commando, c'est un petit groupe faisant des missions se rapprochant beaucoup des missions de guérilla pour le compte de l'armée. Des actions décentralisées demandant de l'initiative, de la discipline et un gros sens des priorités. Aujourd'hui, on va revenir sur l'origine des commandos, d'où ils viennent, que ce soit leur mode de fonctionnement et même d'où vient leur nom. Commando est un terme anglophone reprenant le terme français corps franc, et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ouais, mais les civils, arrêtez de vous prendre pour des commandos, vous êtes des civils, pas des militaires. Oui, merci, tocard de clichés de gauchistes incultes. Le corps franc est une unité de combattants civils volontaires, et dont les missions sont simplement les missions commando dont j'ai parlé au début. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont les unités paramilitaires, organisées par un État et formées de manière autonome par des civils. Je passe évidemment tous les civils qui travaillent avec l'armée, comme tous les contractuels qui s'occupent par exemple de la logistique, ou bien les corsaires qui étaient des bateaux civils qui avaient le droit d'attaquer les navires des pays contre qui le pays était en guerre, en échange du droit de récupérer ce qu'ils voulaient sur place. Les premiers corps francs, si on retire de la liste tous les mercenaires qui n'en sont pas vraiment, viennent de France avec les mobilisations générales, particulièrement celles du début du XIIe siècle et ça jusqu'au XIVe siècle, où là, à ce moment-là, l'État avait besoin de toute la main-d'œuvre possible pour repousser les envahisseurs. Les Français étaient donc formés militairement, bien souvent par des mercenaires suisses, des équivalents de corps francs appelés bandes libres, qui sont très différents d'eux, déjà sur le fait que les mercenaires travaillent pour qui ils veulent et en plus eux ils sont payés. Les corps francs doivent se démerder avec l'équipement et l'armement et ne sont pas payés, du moins juste assez pour leurs dépenses nécessaires au combat. C'est le XVIIe siècle qui verra l'apogée des corps francs. Il y en aura dans beaucoup de pays à travers le monde et qui prendront même ce nom-là. Mais beaucoup d'unités sont médiocres, voire contre-productives, vu qu'elles faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient sans forcément se mettre en relation avec les unités étatiques, à tel point que beaucoup de pays vont même les dissoudre. Ça a aussi été le cas en France, il y a eu beaucoup d'unités de corps francs. Donc forcément dans le tas, il n'y a pas que du champion d'échecs. Napoléon Bonaparte a déposé un décret en 1814 et 1815 sur les corps francs pour la défense du territoire. Les corps francs s'armeront, s'équiperont et se monteront à leurs frais. Ils ne recevront aucune solde, ni de guerre, ni de paix. Décret déposé 2 fois, annulé 2 fois par Louis XVIII. L'annulation ne servira pas à grand chose, car, circonstance oblige, les unités se reformeront d'elles-mêmes dans la guerre contre l'armée prussienne. L'État ne voulait pas de corps francs, car selon eux, ça poserait des soucis majeurs sur le terrain. Mais en 1870, et au vu de l'efficacité désastreuse de l'armée française de l'époque, je vais retirer de l'époque. Ce sera mieux. Bref, au vu de l'efficacité désastreuse de l'armée française, la création de corps francs va s'effectuer auprès de volontaires. On pourrait me dire, oui mais si l'armée a tellement besoin de monde, pourquoi ne pas faire un service militaire, voire même carrément une mobilisation générale? Non, l'opinion publique rejette cette idée, donc l'État ne le fait pas. Ouais, c'était une autre époque. Bref, réticent au début, l'État lancera donc une circulaire ministérielle admettant les compagnies de francs-tireurs le temps du conflit contre l'armée prussienne. Un truc gentil, hein, genre ça nous emmerde mais ok. Mais la défaite de Sedan fut décisive pour les corps francs. L'armée française s'est prise la branlée du siècle, et Gambetta, tout juste ministre de l'Intérieur, et qui était le premier réticent au corps franc, changea complètement d'avis sur ces unités et ira même bien plus loin en réclamant une mobilisation générale. Que chaque Français reçoive ou prenne un fusil, et qu'il se mette à la disposition de l'autorité, la patrie est en danger. Quand tu passes de « les civils armés sont inutiles et contre-productifs » à « il faut armer tous les citoyens », tu sais que tu viens de te prendre un coup de réalité dans la gueule. En passant, on dit souvent que l'histoire se répète. Je rappelle que le gouvernement actuel fait tout pour empêcher les civils de s'armer et de se préparer, tout en dépoussiérant l'ordre de mobilisation générale qui permet à l'État de réquisitionner tous les civils, français ou non, et les envoyer sur le front. Je dis ça comme ça. Bref, tous les départements créèrent leurs unités de corps francs pour repousser l'ennemi russe. Mais pas que les Français, également des Algériens, des Français expatriés et des étrangers qui voulaient juste se mettre sur la gueule. Les gens n'ont rien à voir là-dedans, mais ils sont là, donc pourquoi pas. Et c'est même pas payé. C'était payé juste assez pour survivre. Et encore, il y a eu beaucoup de problèmes de solde. À la fin, ça donnera le score pas dégueu de 1893 officiers et 69 182 hommes. Dans le tas, vous avez évidemment de toutes les idéologies, que ce soit républicains ou monarchiques, conservatrices ou adeptes de Garibaldi, et vous avez de tous les milieux sociaux. Le seul point commun qu'ils avaient était un amour pour le pays. Et une envie de survivre. Je dis pas que ça se fritait pas entre eux, au contraire, faut pas déconner. Trop d'idéologie, trop d'étrangers. Et voilà, je viens de perdre la monétisation YouTube. Trop de façons de voir la société différemment. Mais au moins, ils réussissaient à travailler ensemble sans trop se mettre sur la gueule trop souvent. L'un d'eux dira même: rien de plus hétérogène que la composition de cette armée, ramassis sans cohésion de soldats de toutes armes et de toute nationalité. Ouais, c'était une époque où on savait que l'homogénéité d'une armée était nécessaire, mais bon, là au moins,
ils s'entretuaient pas. Et dans le tas, il y avait également des femmes et des enfants. Pour les chiffres, on n'a que les corps francs reconnus. Beaucoup de Français n'ont pas pu ou voulu s'officialiser. Ils se sont donc défendus et s'organiser entre eux sans en référer à l'État. Dans leur cas, on n'a aucun chiffre, aucune estimation. Évidemment, rien de simple dans ce qui se fait clairement au dernier moment. Il faut une formation éclair, il faut désigner des chefs de manière plus ou moins intelligente, il faut trouver de la logistique, que ce soit des armes, difficiles à trouver avec la reddition de Sedan, de la nourriture, des chevaux pour les éclaireurs et des vêtements un minimum adaptés au combat. Les vêtements civils apportent plusieurs problèmes. Trop amples, trop visibles et non réglementaires. Et quand ce n'est pas réglementaire, ça signifie que tu prends part au combat alors que tu n'es pas militaire. Donc les conventions de Genève, tu te les fous au cul, c'est-à-dire torturé et fusillé sur place. C'était notre époque, hein. Aujourd'hui les conventions de Genève, tu te les fous de facto au cul, pour ceux qui suivent un petit peu les conflits en Ukraine. Bref, le matériel est très difficile à avoir, faute d'anticipation. Le conflit se serait passé différemment si l'État avait conservé cette idée de nation en armes, et avait eu des réserves de matériel pour les civils plutôt que de tout faire au dernier moment à l'arrache. Je simplifie autant que possible. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces unités. Mais le gros problème de ces unités, ça a clairement été le commandement, qui était étatique. L'État les a vus comme des militaires éco-plus et a voulu centraliser un commandement comme s'ils avaient été militaires. Les officiers de l'armée ne voulaient pas travailler avec eux, vu qu'ils n'étaient que civils. Un problème récurrent qu'ont les militaires de sous-estimer les civils. Les préfets sont tous rentrés dans une guerre d'ego, persuadés qu'ils avaient tous raison sur leur manière de procéder. Sans parler de la lâcheté des maires et préfets, qui pour certains ont voulu se rendre et dont les francs-tireurs ont dû désobéir. Ouais, tu te fais choper avec une arme à la main en tant que civil, tu vas prendre cher, donc tu te rends pas. Au contraire, tu encules celui qui t'oblige à te rendre. Bref, il y a eu quelques soucis pour des raisons simples. L'État, avec le ministre de l'Intérieur Gambetta, a tout fait pour avoir un contrôle total sur eux avec une structure militaire, allant jusqu'à demander leur incorporation dans l'armée histoire d'avoir un meilleur contrôle sur eux et pour éviter les dérives. Alors que l'idée de base qui fonctionnait, c'était la création de petits groupes autonomes décentralisés, une idée parfaite pour des civils non formés. Une stratégie de base donnée à des petites unités polyvalentes et chacun travaille à sa manière. Donc le boulot est fait, c'est bon. Surtout que, éviter les dérives, on parle surtout des problèmes des corps francs qui rentraient dans les maisons en faisant croire qu'ils étaient militaires pour pouvoir tout voler. Sauf que, ce truc-là, les militaires le faisaient déjà. Donc les officialisés n'auraient rien changé. Tu voles parce que tu fais croire que tu es militaire ou bien parce que tu es vraiment militaire, le problème ne change pas. Le type se fait quand même voler. Mais la stratégie de Gambetta était d'occuper les Prussiens avec des missions de harcèlement par les flancs et par les arrières pendant 3 mois, le temps de reformer une nouvelle armée. Car oui, actuellement, avec les morts à Sedan et ceux qui sont assiégés, il n'y a plus personne dans la boutique. La stratégie était complètement conne, vu que les Français ne pouvaient pas faire jeu égal contre les Prussiens de manière frontale. Mais le problème n'est pas là. Il y avait beaucoup d'unités de corps francs, environ 600. Rien que pour le siège de Paris d'automne 1870, il y en avait 33. Évidemment, beaucoup d'unités se battaient les couilles des ordres du gouvernement. Ils n'avaient même pas de mission militaire particulière. Ils s'occupaient simplement de missions guérilla aléatoires à leur bon vouloir. Souvent des missions d'embuscade, clairement les missions les plus faciles et efficaces qu'une petite unité comme celle-là pouvait effectuer. T'as besoin de quoi pour une mission d'embuscade? Un élément d'alerte, un élément de couverture, un élément de destruction et un itinéraire de repli. Il n'y a pas besoin de beaucoup de personnel ou de formation poussée pour ça, juste un petit peu de coordination. Peu de personnel et un minimum de coordination pour un résultat très satisfaisant. Et bien sûr qu'il fallait leur foutre la paix, comment tu veux gérer ça? 600 petites unités non formées, montées à l'arrache. Ces petites unités autonomes ont fait un très bon boulot. Ils ont tué énormément de Prussiens malgré leur sous-nombre. Dans les corps francs les plus populaires, il y avait le capitaine Huot, un ancien hussard, qui a un nombre de faits d'armes complètement débile, avec un groupe de seulement 30 ou 40 corps francs. On va pas raconter tout ce qu'il a fait, mais pour dire vite fait ce qui s'est dit de lui. Le brave capitaine Huot, qui battait l'estrade avec une compagnie de 30 à 40 hommes, était un bel exemple des résultats presque invraisemblables que peut produire cette guerre de partisans intelligemment conduite. Toutes les semaines, ce chef, justement populaire, faisait des entrées triomphales à Besançon, ramenant des prisonniers, des chevaux, des voitures de munitions ou de vivres pris à l'ennemi. Il y en avait eu d'autres, évidemment, comme lui, comme le capitaine de la barre. Le but de ces attaques était de faire peur à l'ennemi, de les tuer petit à petit, de leur saper le moral et de récupérer la logistique. Une lettre d'un Prussien à sa femme a d'ailleurs été retrouvée. Celui-ci disait qu'il y avait au moins 40 000 corps francs autour d'eux. Ce qui était complètement faux, il n'y avait que quelques groupes de quelques dizaines de corps francs, mais l'effet psychologique donnait cet effet-là. Le corps franc de la Vacheresse tenait une part importante dans la peur que les Prussiens avaient de ces unités. Ils étaient plus de 10 000 et on y torturait et mutilait les Prussiens. En réalité, ils étaient 300 et mutilaient personne. Un autre officier prussien dira dans une lettre: « Le pays tout entier s'est levé. La faim et le mauvais temps décimeront nos armées, et la question des approvisionnements deviendra très grave pour nous si les francs-tireurs réussissent à détruire les lignes de chemin de fer que nous avons occupées. » Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Destruction du pont de Fontenoy, dont aucun Prussien n'a réagi, pensant que les francs-tireurs allaient leur tomber dessus par dizaines de milliers. Le raid de Viabon. Attaque contre le prince russe, histoire de le capturer avec quelques dizaines d'hommes contre 2 bataillons et un régiment. Bon, le prince s'est enfui, mais les documents récupérés ont bien aidé. Bref, l'efficacité était là. Ensuite, il y a eu Châteaudun. Pour la faire courte, l'État, à travers ses représentants, a complètement abandonné les francs-tireurs. Et ce, bien souvent, par peur des représailles prusses.
À ces francs-tireurs venus spontanément de Paris pour défendre l'entrée de la Beauce aux Prussiens, le maire refusa des charrettes et les refusa insolément. Mes hommes réclamaient qu'on le pendît. Je dus donner l'ordre d'entrer dans les remises et d'éveiller les habitants qui, je le proclame bien haut à leur louange, furent les premiers à nous guider dans nos recherches. Leur empressement à nous servir fut aussi grand que les refus du maire étaient féroces. Châteaudun ou Bourgon, ce qui s'est passé quelques jours après, ont montré quelque chose d'important sur les francs-tireurs. Ces structures ne sont pas faites pour du frontal. Les unités sont trop petites, manque d'entraînement et manque d'armement. Et ça, même si à ce moment-là, ils ont causé de sérieux dégâts aux Prussiens. 3000 morts et blessés prussiens contre 250 Français. Mais la bataille n'était pas gagnable. La réserve militaire prussienne était beaucoup trop importante. C'est comme si aujourd'hui tu prenais des groupes de forces spéciales et tu les envoyais en Ukraine gagner la guerre tout seul, sans soutien de l'armée. Ils te répondraient que non, c'est pas leur boulot. Bref, que dire de ces corps francs dans un ensemble tactique? Ce sont des petites unités faites pour être utilisées sur les extrémités des champs de bataille, dans la profondeur ou à l'arrière. Ils sont extrêmement utiles ajoutés à une structure purement militaire. Ils sont utilisés comme des forces spéciales ou commandos, qui sont leur version moderne et étatique. Mais même s'ils manquent cruellement d'entraînement, leur version civile a un énorme avantage. Le nombre, ils sont extrêmement nombreux. Qu'est-ce que ça donnerait ce même nombre entraîné et organisé? Ben j'attends que quelqu'un attaque la Suisse et on en fera un rétex. C'est le seul moyen d'en être sûr. Les militaires de cette époque détestaient profondément les corps francs. Tout y passait. Ils étaient lâches, inutiles, traîtres, voleurs, vantards. Mais ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, les militaires et forces de l'ordre détestent profondément les civils qui s'entraînent à la sécurité publique ou à la leur. Et plus encore, ceux qui se préparent à une guerre qui a toutes les chances d'arriver. Ils pensent que c'est leur privilège et uniquement le leur que d'avoir une arme et avoir le droit de s'en servir. Encore aujourd'hui, l'État voit extrêmement mal les civils qui veulent pouvoir se défendre. Enfin, du moins en France. Car si on regarde les pays dont l'État est conscient que la guerre peut arriver, voire les pays qui en sont directement confrontés, les formations et les possessions d'armes à feu sont au contraire largement encouragées. Par exemple, actuellement, je suis en Pologne. Autant vous dire qu'ici, le désarmement des civils, c'est pas du tout à l'ordre du jour comme en France. Ça c'était en France, et ce sont les corps francs les plus connus. Mais énormément de pays ont eu les leurs, comme l'Empire Ottoman avec les bachibouzouk, dont je parle juste pour vous dire d'où vient cette insulte du capitaine Haddock. Oui, un bachibouzouk, c'était un corps franc de l'Empire Ottoman du 19e siècle et qui massacrait les chrétiens. Les Allemands en ont également beaucoup utilisé, ainsi que l'Autriche, la Prusse. Mais les plus connus de l'histoire militaire restent les Français. En passant, les corps francs de la Première Guerre mondiale n'ont rien à voir avec les corps francs dont je viens de parler. Les corps francs des tranchées avaient pour mission du renseignement en s'infiltrant dans les tranchées des Allemands et devaient en capturer un maximum pour les faire parler. Par contre, les résistants étaient bien des unités type corps franc avec les mêmes missions et les mêmes structures. Bref, que dire des corps francs? Ben en fait c'est loin d'être rare. Pendant très longtemps, chaque citoyen devait être acteur de la sécurité publique, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien avec les mobilisations générales. Aujourd'hui, en France, même s'il est devenu quasiment impossible de se défendre légalement ou de défendre quelqu'un, la mobilisation générale existe toujours. Il y a même reçu un coup de police dernièrement, histoire d'y inclure toute personne sur les territoires français, tout français expatrié, ainsi que les biens et les services. Donc ça reviendra sûrement, et le désarmement actuel de la population ne passera pas le besoin militaire que représente cette même population. Le problème c'est qu'à ce moment-là, tout comme ce qui s'est passé en Ukraine, les Français seront envoyés au front, sans formation et avec des pétoires pourris. Et ça c'est avant tout un problème politique, l'histoire se répète toujours. Enfin voilà, j'espère que cette chronique sur les corps francs vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez contribuer à la chaîne en allant jeter un œil à ma page Tipeee ou Player. Player vous permet, en plus d'aider la chaîne, de voir des vidéos exclusives réservées aux contributeurs, ainsi que le rediff de live et les vidéos de cette chaîne avec une semaine d'avance. Voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.